Paske li ok pou pa ok. Paske pale kapab rend bagay yo miyo. Paske eseye komunike se un sin fos. Toujou gon rezon pou pataje ki jan ou santi yo. Paske santé mentale ou konte. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Caméra Mosaïque sur MCTV ici à Boston. Cette émission est diffusée sur des chaînes publiques dans plus d'une dizaine de villes dans l'État du Massachusetts. À cette émission aujourd'hui, nous allons parler du climat politique aux États-Unis après l'inculpation le 4 avril dernier de l'ancien président américain Donald Trump, candidat déclaré au présidentiel de 2024, dont les primaires débutent dans 8 mois environ ici aux États-Unis. Notre premier invité ce matin est le professeur Daniel Stokemer qui nous rejoint de l'Université d'Ottawa au Canada. Quelques mots pour le présenter. Daniel Stokemer est titulaire de la chaire de recherche Konrad Adenauer en études empiriques sur la démocratie et professeur titulaire à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa au Canada. Ses principaux intérêts de recherche sont la participation et la représentation politique, le populisme ainsi que les méthodes de recherche quantitatives et qualitatives. Depuis qu'il est devenu professeur en 2010 à l'Université d'Ottawa, le Dr Stokemer a publié 3 ouvrages et écrit plus de 140 articles dans des revues scientifiques. Professeur Daniel Stokemer, l'inculpation de Donald Trump va-t-elle bouleverser la campagne dans le camp du Parti républicain? Je pense pas. Je pense que ça va plutôt être la continuité. Je pense, surtout parmi les électeurs en premier tour, c'était Donald Trump qui est en avance. Et je pense qu'il va continuer d'être en avance. Et peut-être même ça va lui aider un peu parce que ça va rassembler les troupes derrière lui. Parce que il trouve ses supporters, surtout ses supporters phares, trouvent que c'est une injustice, cette inculpation. Et je pense, au moins à court terme, ça va lui plus aider que nuire. Professeur Stokemer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce front commun derrière Donald Trump et après son inculpation, même du côté de potentiels candidats à la présidence dans le camp du Parti républicain? Moi, je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se rallier derrière lui parce que l'électorat de base est à 80-90% choqué par cette inculpation et en premier, il faut attirer cet électorat de base et cet électorat de base est derrière Trump dans cette question-là et dans beaucoup d'autres. Alors les autres candidats, pour pas aligner les autres, il faut qu'ils viennent avec Trump dans ces champs-là. Alors je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de choix parce que sinon ça crée une fission entre eux et l'électorat de base de Trump. Mais est-ce que vous pensez que ce front commun va rester le même à l'approche des primaires dans le camp du Parti républicain? Ça, c'est une bonne question, mais c'est difficile à répondre pour l'instant. Ça peut même que cette inculpation va disparaître en arrière-plan. Parce que, bon, là, il y a 2-3 jours, tout le monde en a parlé. Si vous regardez, par exemple, CNN ou Fox News aujourd'hui, il y en a très peu sur ça. Alors, je pense pas que ça va être en premier plan dans le mois à venir. Ça va plutôt être un détail dans toute la campagne. Mais je pense pas que ça va être un sujet phare. Je pense que les autres candidats vont plutôt éviter d'en parler que de se dissocier avec Trump. En parlant de potentiels candidats à la présidence dans le camp du Parti républicain, quelles sont les chances de l'ancien vice-président Mike Pence, du gouverneur et de la Floride DeSantis, quelqu'un
comme Nikki Haley face à Donald Trump? Mais je pense s'il y en a quelqu'un qui a une chance de DeSantis, parce que DeSantis il est très proche dans beaucoup de sujets avec Trump, et si Trump aura trop de problèmes, il devient intenable, je pense que ça va être DeSantis, mais les autres n'ont aucune chance. Parce que l'électorat des bases des républicains est allé autant aux trois, autant dans le camp populiste qu'un candidat plus modéré comme Nikki Haley aura aucune chance. Oui, mais... Moi, je dirais que ça va être 80% Trump, sauf s'il y a énormément de problèmes qui surgissent, peut-être d'autres inculpations ou d'autres choses. Mais si ce ne serait pas Trump, ça serait DeSantis. Il y a d'autres potentiels pour son implication dans la révolution le 6 janvier, aussi en Géorgie, pour son implication dans le changement potentiel des résultats. Alors, il y en a potentiellement d'autres, et plus grave que c'est ce qu'on vient de voir il y a 2 jours. Avec une telle popularité de Donald Trump et du côté de la base du Parti républicain, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une candidature indépendante au sein de ce parti? Je pense assez faible, parce que l'électorat des républicains, surtout l'électorat de base, c'est très unifié, c'est pas un électorat divisé, ils sont vraiment dans le camp de DeSantis-Trump. So, je pense pas que une candidat indépendant aura une chance, et c'est aussi pourquoi les autres candidats défendent Trump, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de son électorat. Alors, je vois pas une candidat modéré à surgir et qui peut gagner. Avec un parti républicain aligné à droite de l'échiquier pour les primaires, Dr. Stuckemer, est-ce que selon vous, cela ne devrait pas faciliter la tâche pour le candidat du Parti démocrate pour les élections générales de novembre 2024? Écoutez, je pense qu'ils sont très bas, mais on a dit la même chose en 2016 et il a gagné. Alors, je ne vois pas pour l'instant aussi qu'on regarde les sondages, par exemple, il y a ces taux des soutiens sont même plus bas que celles de Biden, ils sont vers 30-32%. Je pense pas qu'il aura une chance, mais il faut jamais sous-estimer Donald Trump parce qu'il est plus dangereux quand il est coincé dans un coin. C'est ce qu'il y a de cas maintenant. Alors, je peux pas, pour résumer, je peux pas imaginer qu'il va gagner, mais il faut surtout pas le sous-estimer parce que c'est ce qu'on a fait en 2016 et le résultat c'était qu'il a gagné. Dans ce cas-là, les indépendants auront la tâche vraiment facile dans leur choix, Dr. Stuckemer. Oui, mais ils vont voter démocrate parce que Donald Trump est trop à gauche. On voit aussi que les indépendants sont aussi en majorité, par exemple, en faveur de cette inculpation. Je pense que Donald Trump peut pas, même si les indépendants sont pas toujours satisfaits avec Biden, ils sont complètement dissatisfaits avec Trump. So, je pense les indépendants vont plutôt pencher vers Biden ou le démocrate, mais c'est assez certain que Biden va être leur candidat que pencher sur Trump. Professeur Stuckemer, vous conduisez beaucoup de recherches sur les mouvements populistes à travers le monde. Est-ce que Donald Trump représente, à proprement parler, un danger pour la démocratie américaine? Mais moi, je dirais que les mouvements de Donald Trump, c'est un danger pour la démocratie. Je vous fais un exemple. Par exemple, je fais une étude récemment où je comparais l'électorat des partis d'extrême droite ou de la droite radicale en Europe avec l'électorat de Trump et on voit qu'il n'y a aucune différence. Si vous voulez, le parti républicain actuel, qui est encore le parti de Donald Trump, c'est le parti le plus grand du monde de la droite populiste. Alors, si on dit, par exemple, que le Front National en France est un danger pour la démocratie, les républicains aux États-Unis sont aussi un danger. Et on voit ça chaque jour quand ils sont au pouvoir, ils essayent d'implémenter des mesures pour, par exemple, disenfranchise des minorités comme des Noirs. Ils essayent de changer les règles électorales
il minimise l'impact des événements de janvier 6. Et je pourrais ajouter à la liste, mais je peux vous clairement dire que oui, les républicains, à l'état actuel, c'est pas nécessairement une partie démocratique. Peut-on pour autant qualifier le Parti républicain d'extrême droite à cause des positions, je dirais, extrêmes exprimées par son principal leader, Donald Trump? Il y a, on va dire, si je veux être prudent, il y a au moins des éléments d'une partie de la droite radicale. Je ne dirais pas l'extrême droite, mais de la droite radicale. C'est ce qui est vraiment, c'est ce qui est aussi très intéressant que je peux répéter, c'est cette idée-là que les électeurs des partis républicains sont autant radicaux que les électeurs des partis de la droite radicale en Europe. Et ça montre aussi que c'est pas seulement les élites qui penchent vers une certaine direction, c'est aussi l'électorat qui a soit suivi les élites ou les élites ont suivi l'électorat. Ça, c'est une autre question de recherche qui est pas résolue. Mais il y a une base. Il y a aussi 30%, par exemple, qui acceptent ou adhèrent à des théories de complot, QAnon et d'autres. Et ça montre il y a une électorat, l'électorat de base républicain qui est devenu très radical. Et est-ce que ça veut dire que toute la partie est très radicale? Probablement pas, mais les courants majoritaires dans le parti, on voit aussi de ce qui se passe dans la House of Representatives, les éléments radicaux arrivent à pousser leurs agendas plus que tous les autres camps. Alors, il y a des tendances très préoccupantes et oui, moi, je mettrais, même si je veux recevoir le parti républicain est un parti de la droite populiste radicale comme les autres. En Europe, l'immigration est le ciment du populisme politique, particulièrement en France, en Italie, en Autriche, etc. Aux États-Unis, n'est-ce pas plutôt les sujets de société, professeur Stockemer? Je pense que ce sont les deux. Ce sont des questions de société, mais l'immigration, parmi les supporters de Trump, est un des sujets phares. Alors, moi, je dirais oui, mais en Europe, il y a aussi des questions de société, il y a aussi des questions de religion chrétienne, le rejet de l'Union européenne, le rejet de multilatéralisme. Ça correspond à America First. So, il y a quand même beaucoup de points communs. Parce que li ok pour pas ok. Parce que parler capable de rendre bagay yo meilleur. Parce que essayer de communiquer c'est un signe force. Toujours une raison pour partager qui j'ai senti. Parce que santé mentale au compte. Vous suivez Caméra Mosaïque sur MCTV ici à Boston. Nous allons encore parler de Donald Trump à cette deuxième partie de l'émission avec comme invité Dr Isaac Naoun Serfati, professeur agrégé au département de communication de l'Université d'Ottawa au Canada, qui nous rejoint à l'instant même. Professeur Naoun et Serfati, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons parler de communication. La maîtrise de la communication politique, est-ce le principal atout de Donald Trump? Pour entamer notre entretien aujourd'hui, docteur Naoun Serfati, je vous demanderai d'abord de partager avec nous votre longue expérience dans la communication avant d'arriver à l'Université d'Ottawa. Bon, merci beaucoup de cette invitation. J'ai commencé très jeune dans le monde du journalisme, d'abord dans mon pays, au Venezuela, en Amérique du Sud. Là, je fais du journalisme, mais après, je fais une transition plutôt vers le monde de la communication qu'on appelle en anglais corporate communication. Et après, j'ai travaillé
dans une agence de communication internationale qui s'appelle Burson Marsteller, qui est basée à New York. Et j'étais basé à Miami et surtout, je travaillais avec cette agence en Amérique latine. Mais j'ai fait une transition vers le monde universitaire après 10 ans de travail chez Burson Marsteller. Et donc, maintenant, je me concentre sur l'étude de la communication publique, de plusieurs manifestations de la communication publique, soit dans le monde de la propagande, dans le monde de la communication politique et même dans le monde de la santé publique. Après plusieurs années à travailler comme spécialiste en communication, vous êtes passé à l'enseignement, la recherche sur la communication. Pourquoi ce changement? Je voulais être un peu plus indépendant. Vous savez, dans le métier de consultant, si vous voulez, dans le monde de communication, du marketing, de la relation publique, on dépend beaucoup des clients. On travaille pour des clients. Et donc, j'ai bien aimé cette expérience, mais je voulais regagner un peu l'indépendance d'un chercheur universitaire, justement pour mieux comprendre certains phénomènes et pour mieux m'exprimer, c'est-à-dire pour m'exprimer avec une certaine liberté sur certains phénomènes de communication. Professeur Isaac Anaon Serfati, le titre de ce segment, la maîtrise de la communication politique, est-ce le principal atout de Donald Trump? Avant de vous demander de répondre à cette question directement, comment vous définissez communication politique? La communication politique, c'est toute forme d'expression, de communication, si on peut répéter, justement, qui a comme but de promouvoir des idées, de promouvoir une personnalité politique, de promouvoir de programmes politiques. Et souvent, elle est liée à l'idée de gagner une élection, de s'imposer, de gagner la faveur du public, le vote. Et lorsqu'on est déjà au gouvernement, il s'agit surtout d'essayer, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, d'essayer de maintenir une opinion favorable envers le gouvernement, le chef du gouvernement, etc. Donc, c'est un domaine, bien sûr, qui est en train de changer, surtout à cause de l'explosion, disons, de la communication numérique, des plateformes numériques, des réseaux sociaux. Et bien sûr qu'il y a eu des politiciens qui se sont mieux adaptés à ces changements, tandis qu'il y a eu d'autres qui n'ont pas compris vraiment la portée de ces changements et qui ont resté un peu en retard par rapport à tous ces changements dans le monde des médias et de la communication numérique. Mais quand on a un mandat politique, donc public, on est appelé à faire les deux, c'est-à-dire la communication politique et la communication publique. Y a-t-il une frontière entre les deux? On pourrait dire qu'on s'attend que le gouvernement, qu'un gouvernement, surtout dans des systèmes démocratiques, soit transparent dans sa communication, soit responsable dans sa communication, soit efficace dans le sens de communiquer des informations qui sont pertinentes pour le public, qui sont importantes pour le public. Donc, on dirait que de ce point de vue, la communication publique, au sens de la communication des gouvernements, elle, en principe, elle devrait être le plus objective possible et le plus transparente possible. Mais on sait que ce n'est pas toujours le cas, même dans les systèmes démocratiques, c'est-à-dire que des fois, la communication des gouvernements n'est pas si transparente et si responsable comme le public l'attend. Bien sûr qu'il y a une frontière très fine entre communication publique dans ce sens et communication politique. C'est-à-dire chaque fois qu'un gouvernement, une dépendance, un ministère d'un gouvernement communique, il fait d'une certaine façon cette instance, elle fait de la communication politique. Et donc on pourrait dire que c'est très difficile d'établir la différence lorsqu'on fait la communication depuis, disons, le pouvoir ou les instances
de pouvoir. Venons-en maintenant au sujet de ce segment. La maîtrise de la communication est le principal atout de Donald Trump. Une double question. Comment analysez-vous le contenu et la façon de délivrer cette communication? Il faut placer le phénomène de Donald Trump dans un contexte un peu plus large de communication politique. Parce qu'on observe depuis un certain temps une tendance chez certains politiciens, disons qu'on appelle ou qu'on pourrait qualifier comme de populistes, une certaine tendance à communiquer d'une façon assez, disons, directe et parfois choquante pour certaines personnes. C'est-à-dire cette idée de se servir de la communication comme une façon de, disons, d'introduire certaines idées qui peuvent même choquer une partie de la population. Et ce type de populisme, on l'a observé, on l'a vu un peu partout au monde. On l'a vu chez Berlusconi en Italie, on l'a vu dans mon pays avec Chavez. Voilà, on l'a vu dans d'autres pays. Et bien sûr, Donald Trump, il suit un peu cette tendance dans laquelle l'idée d'un politicien qui n'a pas de filtre, vous voyez, on attend toujours qu'un politicien se retienne, qu'un politicien, d'une certaine façon, utilise une rhétorique dans laquelle il n'est pas tout à fait sincère ou il n'est pas tout à fait ouvert, etc. Mais dans ces populistes, dans ces politiciens populistes, un peu la valeur de la communication réside dans cette idée qu'il n'y a pas de filtre, que lui, il est capable de dire n'importe quoi, et que cette qualité, si vous voulez, est une qualité hautement appréciée par les gens qui supportent ce type de politicien. C'est-à-dire que l'idée du contenu et de la forme, les deux sont très, très... Pourquoi? Parce que finalement, la forme, d'une certaine façon, fait le contenu. C'est-à-dire le fait de... Par exemple, je vais vous donner un exemple qui est assez choquant. Pendant la campagne, on a dévoilé, il y avait ces vidéos qui avaient été enregistrées bien avant que Trump devienne candidat, dans le cadre de son émission de télévision, de Apprentice. Donc, il allait voir quelqu'un, il parlait avec un autre gars, et il a tenu des propos très dégradants par rapport aux femmes. On pourrait penser, voilà, on a dévoilé un peu le vrai visage de Trump. Voilà le macho, un peu misogyne, etc., etc. Donc, on pourrait croire que cette communication, le fait de dévoiler un peu ce contenu, ces vidéos, allait justement avoir un effet négatif sur la réputation et finalement sur le résultat de l'élection. Et ce n'était pas nécessairement le cas. Je pense que le dévoilement de ces vidéos n'a fait que confirmer une chose qu'on savait déjà de Trump, mais qu'il utilise tout le temps pour dire « Oui, ça c'est moi, mais au moins je suis sincère, je ne vous mens pas. Voilà quelqu'un qui est authentique. Je ne suis pas un politicien qui vous cache des choses, je suis quelqu'un qui est ouvert. » Et d'une certaine façon, surtout pour des hommes, c'est-à-dire pour un électorat masculin, on pourrait dire qu'il est en train de dire « Moi, je suis comme vous. Je suis exactement comme vous. Je parle comme vous, je pense les mêmes choses que vous. » Et ça, on l'appelle, bien sûr, il faudra mettre des guillemets, mais on l'appelle l'effet de l'authenticité. C'est-à-dire que ces populistes, ils se présentent comme des politiciens soi-disant authentiques. Et j'appelle ce phénomène, je qualifiais ce phénomène comme la transparence grotesque. C'est-à-dire, ça choque, c'est vrai, mais ça reste, ou ça donne l'impression de quelqu'un qui est complètement
sincère et transparent. Anti-système, anti-système. Et bien sûr, parce que le système, d'une certaine façon, c'est le système où il n'y a pas de transparence, où les politiciens ne disent pas la vérité, où les politiciens cachent des choses, où les politiciens manipulent les mots, et souvent ils se servent d'un discours que les gens ne comprennent pas, ou même cette idée qui est très répandue aux États-Unis et ailleurs, c'est-à-dire que certains politiciens font partie d'une élite qui est complètement débranchée, déconnectée des besoins des gens. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi je suis comme vous, et finalement je vous cache rien, c'est ça, je suis comme ça, j'ai été toujours comme ça, mais je partage même certaines valeurs avec vous. Bien sûr, l'idée de la nation américaine, l'idée d'une certaine prospérité, c'est-à-dire c'est un peu bizarre avec Trump parce que, bon, la façon dont il a fait son argent, souvent c'est pas si clair, mais cette idée aussi que moi, je partage avec vous, il dit à des gens qui le suivent, je partage avec vous cet idéal américain de faire l'argent, d'avoir du succès, etc., etc. Ces messages de Donald Trump semblent avoir beaucoup d'écho dans la base du Parti républicain. Dr Naon Serfati, essayons d'analyser maintenant un thème bien précis. L'immigration qui a servi de fer de lance de la campagne de Donald Trump en 2015 et 2016. L'immigration est également un thème cher à la droite radicale en Europe. Il va toujours aller dans ce sens vers, disons, il va être plus à droite que même d'autres politiciens au Parti républicain. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport à l'immigration, on connaît un peu ce point de vue concernant les Mexicains ou concernant les musulmans, et concernant ci et ça. C'est vrai que Trump, il se positionne un peu à la droite même de son parti, dans le sens qu'il parle de politiques plus dures, de restrictions. Il utilisait cette idée du mur avec le Mexique, c'est-à-dire que c'est une chose qui n'est même pas pratique, mais disons, mais cette idée du mur, au moins, cette idée communique cette notion qu'il faut se protéger parce qu'il y aurait des gens qui viennent envahir notre pays, qui vient causer des problèmes, des troubles, etc. chez nous. Donc, et ça c'est vrai, c'est un peu le même discours que l'on voit dans d'autres leaders de la droite la plus extrême en Europe. C'est-à-dire qu'il y a un peu la carte nationaliste. Finalement, c'est ça. C'est l'idée qu'on a une nation à protéger, qu'on est une nation qui a des caractéristiques uniques. C'est-à-dire, c'est pas. Mais on sait que c'est pas l'histoire des États-Unis. L'histoire des États-Unis, c'est un pays d'immigrants. C'est un pays où on trouve des gens qui viennent de partout au monde. C'est un peu à la base de la nation américaine, cette idée du melting pot, de l'idée d'intégrer des personnes qui ont des origines différentes, etc. Mais bien sûr, on joue, et ça c'est typique du populisme à gauche et du populisme à droite. C'est-à-dire, on joue la carte nationaliste, et bien sûr, il y a toujours l'ennemi externe. Ça, c'est aussi typique de la gauche extrême comme de la droite. Il y a toujours un bouc émissaire externe qu'on peut identifier. Et bien sûr, ça va mobiliser les gens. Et je pense que Trump, oui, il joue cette carte toujours, surtout aujourd'hui, dans une situation économique plus difficile. Cette carte nationaliste, etc., peut avoir une certaine résonance. Pourquoi? Parce qu'on dit, il y a des problèmes d'inflation, l'économie, elle va pas tellement bien, etc. Et en plus, on a tous ces gens-là qui viennent chez nous pour causer des problèmes, pour travailler de façon illégale, pour faire ça. Bien sûr, il part toujours à sa base. Et c'est ça un peu la question toujours avec ces politiciens. C'est-à-dire qu'ils pensent en termes de
renforcer la base des gens qui le suivent. C'est-à-dire, ils ne s'occupent pas nécessairement du reste de la société. Ils ne sont pas capables de rassembler. Ils ne sont pas capables de promouvoir de consensus. Ils cherchent toujours la polarisation. Ils cherchent toujours la polarisation pour gagner l'élection, mais ils cherchent toujours la polarisation lorsqu'ils sont déjà au gouvernement, au pouvoir. C'est-à-dire, c'est exactement la même logique. C'est la logique de la division, de la mobilisation de la base la plus dure pour gagner et pour se soutenir au gouvernement. Le problème, c'est que dans une démocratie, cette polarisation ne peut pas marcher. Elle ne peut pas marcher. Elle peut marcher dans un processus d'élection, dans une élection, bien sûr, dans une campagne électorale. Mais au gouvernement, on l'a vu aux États-Unis, que cette idée d'une polarisation, et surtout pendant une crise comme celle de la Covid, ça ne marche pas. Il faut rassembler, il faut des consensus, et il faut surtout, disons, dépersonnaliser la communication. Parce que c'était un peu l'autre problème, on l'a vu aux États-Unis pendant la crise, la pandémie de Covid. C'est-à-dire la communication, toute la communication qui venait de la Maison-Blanche à l'époque de Trump, c'était lui. C'était pas le problème qu'il fallait régler. C'était toujours lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il s'est trompé? Qu'est-ce qu'il a fait avec tel ou tel? C'était pas Trump le problème. Le problème, c'est qu'il y avait une pandémie, qu'il fallait s'attaquer à cette question, qu'il fallait une politique cohérente, qu'il fallait une politique consensuelle dans un pays si complexe et si vaste comme les États-Unis. Donc, c'est ça le problème avec ce type de discours. En parlant de polarisation de l'espace politique aux États-Unis, un autre thème favori de Donald Trump, le rejet des intellectuels. Malheureusement, ici aux États-Unis, le vent semble souffler dans la direction de Donald Trump, qui semble faire école avec l'utilisation de certains slogans. Fake news, par exemple, pour s'attaquer à la presse indépendante ici aux États-Unis. Oui, c'est vrai, parce qu'on voit aussi dans le monde intellectuel, surtout aux États-Unis, mais aussi on le voit ici au Canada et dans d'autres pays, on voit aussi un phénomène de polarisation. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un rejet, un certain mépris pour cette élite intellectuelle, parce qu'encore on renforce l'idée que finalement il y a une élite qui est complètement une minorité, qui a des privilèges, etc., qui est complètement déconnectée des besoins de la majorité, du peuple, etc. Et bien sûr, les intellectuels font partie ou feraient partie justement de cette élite. Mais il y a un autre problème maintenant, c'est-à-dire que même dans le monde intellectuel, et c'est pas Trump qui a inventé ça, c'est une réalité, il y a aussi une polarisation croissante. On le voit dans les universités, lorsqu'on essaie de supprimer certains discours ou contrôler, ou même il y a la censure ouverte dans certains cas, et cela crée justement la polarisation dans le monde intellectuel. C'est-à-dire certains groupes disent, voilà, parce qu'à cause de la justice sociale, il faut bannir certains termes, ou même bannir la lecture de certains textes, ou des choses comme ça, et d'autres qui disent, non, donc le monde universitaire, le monde intellectuel, c'est un monde de liberté d'expression, c'est un monde où il ne faut pas bannir, il faut discuter, il faut analyser, mais jamais bannir. Donc, je pense que lorsqu'on voit cette polarisation, et il y a un politicien démagogique, populiste comme Trump, qu'est-ce qu'il va dire? Voilà la preuve de cette élite complètement déconnectée du monde. Voilà des gens qui ne pensent pas
à protéger certains groupes, etc., mais qui ne s'occupent pas vraiment des besoins de la majorité, etc. C'est-à-dire que lui, il va toujours profiter de n'importe quoi, de n'importe quelle situation pour dire, voilà, vous voyez, moi, j'ai raison. Je pense que le problème ici, c'est que la polarisation ne fait qu'alimenter un peu ce discours démagogique et populiste. Et je pense qu'il faut, si on veut, d'une certaine façon, arrêter cette tendance vers l'extrême, il faut essayer de dépolariser la société. C'est le seul moyen, je pense, pour éviter que les discours extrêmes et les politiques extrêmes gagnent du terrain. La question, c'est que il voit un peu le système, disons, médiatique, ou on appelle ça en anglais le mainstream media, comme faisant partie de cette élite. C'est-à-dire que l'élite, c'est intellectuel, c'est les politiciens de la vieille école, et bien sûr, les médias. Et lui, il regroupe tout ça avec une idée autour d'une étiquette on appelle le fake news. C'est-à-dire, c'est quelque chose que, vous voyez, c'est un peu le principe de la propagande. Les maîtres de la propagande, Lénine ou Goebbels, voilà, on parle de l'extrême droite et de la gauche. La clé, c'était de comment prendre des idées complexes et les présenter d'une façon très, très simple. C'est-à-dire, c'est vrai que dans le monde des médias, souvent, il y a des erreurs. C'est vrai que dans ce monde d'aujourd'hui, surtout, dans un monde où il y a ces réseaux sociaux et n'importe qui peut communiquer n'importe quoi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contre-information, de désinformation. C'est un phénomène qu'on ne peut pas nier. Mais qu'est-ce que Trump, lui, il fait ? C'est-à-dire, au lieu de parler de cette complexité, de dire au monde, on est dans une situation où les gens doivent être mieux éduqués pour identifier des informations vraies et des informations qui ne sont pas vraies, il utilise une étiquette qu'en anglais devient en plus, pas seulement en anglais, parce qu'on utilise maintenant, même en espagnol, on parle de fake news. Fake news, ah ouais, ouais. Mais c'est typique de la propagande, c'est-à-dire la réduction de phénomènes complexes dans un langage de simplification qui devient très facile à utiliser et qui cache le vrai problème. Le vrai problème, d'abord, c'est que lui-même, en tant que source d'information, lui est à la source de beaucoup de fake news. Bon, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, il participe de ce système de fake news, mais il le cache en signalant, mais c'est pas moi, c'est les autres qui font de fake news. Et l'autre problème, c'est que dans des situations comme une pandémie, si on alimente cette idée, on crée une espèce de méfiance généralisée. Et ça, c'est très, très, très problématique dans une situation de crise. S'il y a une méfiance généralisée, si on croit à personne, donc, qu'est-ce que cela veut dire du point de vue des comportements des gens? Qu'est-ce que cela veut dire du point de vue de la crise? C'est ça le problème. C'est-à-dire de semer cette idée, de répéter cette idée de fake news, ne fait que d'abord affaiblir les institutions des gouvernements, institutions scientifiques, institutions universitaires, etc., etc. Mais cela s'est traduit dans des comportements très irresponsables de la part des gens dans un moment de crise. Pouvoir s'adresser sans modération à l'électorat, cela ne représente-t-il pas un danger pour la démocratie américaine? Dans ce sens-là, des leaders comme Trump, comme d'une certaine façon Berlusconi, Chavez au Venezuela et d'autres ont compris que
les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux, ces plateformes-là, permettaient aux politiciens d'avoir une communication beaucoup plus directe avec le public. Et donc, il n'y avait plus ce rôle qu'en anglais, dans la théorie des mass médias, on appelle le gatekeeper. C'est-à-dire, le rôle des médias était justement de médiation, si on veut, entre les politiciens, les institutions et le public. Et ce rôle, je dirais, a été affaibli justement par l'apparition de ces nouveaux moyens de communication. Et des gens comme Trump, il se sert de ça. Je pense que ça, c'est pas nécessairement un problème en soi. C'est-à-dire, oui, il y a cette communication plus directe, il y a moins de médiation entre le leader et le public. Le problème, c'est qu'il y a d'autres types de médiation. Et là encore, on cache des choses, vous voyez? On dit oui, c'est parce que moi, grâce à Twitter, ou grâce à ci, ou grâce à ça, ou même, lui, il a dit, il a proposé, peut-être il a l'argent pour le faire, je vais créer ma propre plateforme, et comme ça, il n'y aura pas de censure, etc. Mais toute cette idée, elle cache une autre vérité. C'est-à-dire que ces plateformes, bien sûr qu'il y a de la médiation, bien sûr qu'il y a d'autres formes de gatekeeping dans ces plateformes. Les algorithmes sont une forme de gatekeeping, de médiation, de filtrage. Bien sûr que l'intelligence artificielle, souvent, elle sert à choisir des contenus qu'on doit voir, des choses qu'on ne devrait pas voir, etc., etc. Donc, cette idée de communication directe, elle est un peu fausse dans le sens qu'on a aujourd'hui des entreprises très puissantes qui contrôlent des quantités énormes de données et d'informations et qui exercent ce rôle déjà joué par les journalistes de filtrage et de médiation, mais d'une façon beaucoup plus sophistiquée. Oui, en parlant d'intelligence artificielle, l'une des applications, ChatGPT, c'est à peu près 176 milliards de données. Hein? Voilà, c'est énorme, c'est énorme. Et vous voyez, il y a des questions que vous allez poser à ChatGPT et vous n'aurez pas de réponse. Mais pas parce qu'il n'y a pas assez de données, c'est parce qu'il y a déjà dans l'algorithme certains thèmes qui deviennent tabous. Et vous voyez, il y a la censure, c'est clair qu'il y a la censure. Mais on a l'impression, ou des politiciens comme Trump nous disent, non, moi je vais me servir de ces plateformes parce que je veux communiquer directement avec vous. Ce n'est pas nécessairement tout à fait vrai. Il y aura d'autres types de médiation. Au moins avec les journalistes humains, l'éditeur, etc., le chef de pupitre, on savait qu'il y avait quelqu'un qui était responsable. Et on pouvait l'identifier plus ou moins. Mais avec cette technologie, ça devient encore plus difficile. Parce que ça devient presque impersonnel. C'est un algorithme, c'est un programme qui fait ça pour quelqu'un. Bien sûr, ce n'est pas un algorithme, ce n'est pas juste un programme. Il y a derrière ça des êtres humains qui ont fait tout ça. Mais on a l'impression que c'est la technologie. Non, ce n'est pas la technologie. C'est des grands conglomérats qui ont un pouvoir et qui cumulent un pouvoir énorme. Et c'est ça le problème avec tous ces politiciens comme Trump. Ils ne font que cacher des phénomènes beaucoup plus complexes. Avec ce discours, d'abord de victimisation, parce qu'il se présente toujours comme étant la victime des élites, c'est-à-dire que lui, la pauvre victime, il ne fait que cacher des phénomènes beaucoup plus complexes et dont on ne parle pas de ça. On parle, oui, bon, que la justice aux États-Unis, elle n'est pas vraiment juste dans ce sens, qu'on n'a pas fait la même chose avec Clinton, l'affaire Monica Lewinsky. OK, mais est-ce qu'on pourrait avoir une discussion aussi sur comment les réseaux sociaux sont en train de créer l'opinion publique à partir des intérêts des conglomérats énormes qui ont un pouvoir très grand dans la manipulation de l'opinion publique?
Et quand on sait que Donald Trump utilise ces conglomérats et touche en temps réel des dizaines de millions de personnes aux États-Unis, ne file-t-on pas tout droit vers une sorte de démocratie plébiscitaire? Bon, on l'a vu dans d'autres pays. Je dirais qu'il y a une différence entre les États-Unis et d'autres pays où les institutions démocratiques, disons les institutions républicaines, sont beaucoup plus faibles. Aux États-Unis, malgré une histoire très très problématique, on la connaît, c'est-à-dire c'est pas une démocratie parfaite, c'est un pays qui a une histoire extrêmement problématique depuis sa fondation, depuis sa création. Mais il y a une certaine division de pouvoir, un certain équilibre entre le pouvoir qui peut-être peut justement éviter que cette idée d'une démocratie plébiscitaire, c'est-à-dire plébiscitaire dans le sens qu'on manipule l'idée qu'il y a une opinion majoritaire qui va dans telle direction et cela donnerait une espèce d'autorité au pouvoir exécutif, au président pour faire des choses. Oui, mais professeur, mais ça commence, je dirais, il y a des résultats tangibles du côté du Parti républicain. Maintenant, on ne peut pas vraiment parler de Parti républicain, c'est le parti de Donald Trump. Ben, aujourd'hui, c'est clair que le parti est très faible, c'est-à-dire comme institution. Le Parti républicain, je dirais, est très faible parce qu'il y a eu ce personnage qui est devenu un peu le seul leader visible, le seul leader qui est capable de rassembler un nombre important de personnes autour de certaines idées qui sont plus ou moins proches du monde conservateur, de la droite, etc., etc. Ça, c'est vrai, et en fait, c'est un signe de faiblesse de la démocratie. C'est-à-dire, c'est un parti, justement, devient contrôlé par une figure comme celle de Trump. C'est pas sain pour ce parti-là, parce que finalement, le parti ne compte plus. Le parti est une institution vide de sens. Mais, je veux vous dire une chose. Je pense que le problème, du point de vue de la communication, j'aimerais revenir sur la question de la communication. Pourquoi quelqu'un comme Trump a un certain succès entre une certaine population? Parce que lui, il est capable de, disons, de montrer aussi certaines faiblesses du système. C'est-à-dire, parce qu'il ne faut pas dire que le système est parfait. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, même si on voit dans ce cas l'inculpation récente, et on commence à voir qu'il y a des faiblesses dans l'argumentaire présenté contre lui, qu'il y a des problèmes avec le juge à New York qui a pris le cas, c'est-à-dire qu'on pourrait voir certains conflits d'intérêts. C'est vrai qu'il y a une histoire aux États-Unis de deux poids, deux mesures. Tout cela, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, même si on peut rejeter ces idées, mais il montre aussi les faiblesses du système. Il montre aussi que ce système est un système où il y a certains intérêts qui s'imposent et où il y a certaines choses que... vous voyez, c'est toute la question de... c'est-à-dire d'un système qui n'est pas capable de se réformer, qui n'est capable de changer. Et là, il profite de ça et il montre, il pointe du doigt ses faiblesses. Et c'est ça qu'il est en train de faire, justement, dans ce cas en particulier. Pour terminer ce segment sur la communication politique chez Donald Trump, parfois on le compare à Ronald Reagan. Quelle différence entre le grand communicateur des années 80 et l'un des plus grands utilisateurs de réseaux sociaux, Donald Trump? Oui, bien sûr qu'à l'époque de Reagan, on n'avait pas les réseaux sociaux.
C'est important, mais Ronald Reagan était aussi quelqu'un qui comprenait très bien le rôle des médias et l'image publique. Et bon, c'est quelqu'un qui a fait une carrière, quand même, petite carrière, à Hollywood. Donc, c'est quelqu'un qui venait un peu de ce monde, comme Trump, d'ailleurs, parce que Trump est un phénomène de la télévision. Télévision, c'est ça. Clair. C'est ça. Donc, ils partagent ça. C'est deux personnes qui viennent un peu de ce monde, soit du cinéma ou de la télévision. Mais bien sûr, je dirais qu'il y a une question idéologique qui est assez différente chez Reagan et chez Trump. C'est-à-dire, Reagan, il représentait la politique néolibérale, conservatrice de l'époque. Là, il était très proche de Margaret Thatcher au Royaume-Uni et d'autres politiciens de la même tendance, où il y avait certainement une idéologie claire par rapport au rôle du gouvernement et de l'État dans l'économie, le rôle, disons, le contrôle de l'inflation étant la priorité principale, la politique monétaire, la réduction de l'état de bien-être. C'est-à-dire, il y avait du contenu. Il y avait du contenu. Il y avait du contenu du point de vue du programme idéologique, même si on n'est pas d'accord avec Mais dans le cas de Trump, il n'y a pas grand-chose du point de vue du contenu. Je pense qu'on reste toujours dans la forme. C'est la forme qui s'impose au contenu et c'est ça le problème finalement. C'est-à-dire que Trump, c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un qui a un programme politique ou idéologique très bien défini. Finalement, c'est pas son objectif. Il est très narcissique, c'est-à-dire finalement c'est lui la chose la plus importante. C'est pas le pays, c'est pas l'idéologie, c'est pas la politique, c'est lui. Tout devient lui. C'est moi toujours cette idée qu'il faut protéger sa personnalité, qu'il faut protéger sa réputation, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même une différence importante entre quelqu'un qui a un programme politique, bien sûr, qui a aussi une personnalité, comme Reagan était une personnalité qui projetait une certaine image, qui savait se servir de la télévision pour projeter une certaine image, c'est vrai, mais lui, il représentait une idéologie. Je pense que Trump se représente à lui-même. Et c'est un peu l'idéologie trumpiste. C'est ça. Et c'est une idéologie, bien sûr, qui a des coïncidences avec l'extrême droite, mais que finalement, lui, il pourrait changer. C'est-à-dire, il est finalement très opportuniste. Et je pense que c'est ça le problème avec ce type de politicien. Il n'y a pas de principe, il n'y a pas vraiment de valeur, il n'y a rien. Il n'y a que lui et ses intérêts. Ainsi s'achève cette édition de Caméra Mosaïque sur MCTV ici à Boston. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine. Parce que li ok pour pas ok. Parce que parler capable de bagay yo meilleur. Parce que essayer de communiquer, c'est un signe force. Toujours une raison pour partager qui j'ai senti. Parce que santé mentale au compte.